Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La révision des listes électorales en prévision du scrutin des locales le 23 novembre prochain. À Boumerdès, les agents de l'État civil s'attellent à l'actualisation du fichier électronique national, facteur majeur dans le choix des représentants du peuple. Révision prochaine de la loi relative à la protection du patrimoine culturel, c'est ce qu'a fait savoir le ministre de la Culture, Azdine Mihoubi, en visite hier à Betna. On revient à la fin de l'édition sur la visite de l'historien Benjamin Stora Constantine, où il a animé une conférence débat sur le thème « Les origines du nationalisme algérien ». Bienvenue à tous. On entame cette édition avec l'actualité électorale et en prévision du scrutin des locales le 23 novembre prochain. La révision annuelle des listes électorales a débuté hier. Une opération qui garantit la légitimité de ce rendez-vous est un facteur majeur dans le choix des représentants du peuple. L'exemple ce matin nous vient à partir de la commune de Boumerdès où les agents de l'état civil s'attellent aux préparatifs du jour J. Hassiba Abdallah. Nous sommes dans une des APC de Boumerdès. Et ici, toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de l'opération de mise à jour de la liste électorale. Aujourd'hui, on a reçu 3 ou 4 citoyens qui sont venus pour modifier l'adresse de leur lieu de résidence. Ils ont donc déposé leur carte de vote ainsi que leur certificat de résidence. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la révision annuelle de la liste électorale en vue de préparer les prochaines élections locales. Les citoyens concernés sont tenus de se diriger vers leur APC de résidence pour régulariser leur situation. Certains le font avec un grand plaisir. Si Dieu le veut, on votera tous. On est très enthousiastes. On espère que les prochains élus seront à la hauteur. La haute autorité indépendante de surveillance des élections, qui suit ces mesures préparatives de tout près, est satisfaite de l'opération. Notre travail consiste à faire une évaluation des préparatifs des prochaines élections. Nous avons aussi des réunions avec les différents membres des permanences des wilayas afin de sortir avec une liste des lacunes et des préoccupations. Les élections locales sont prévues pour le mois de novembre. D'ici là, tous les moyens sont mobilisés pour réussir l'opération. Loi sur les hydrocarbures, une réflexion est engagée pour la révision du texte. Pourquoi améliorer l'attractivité de notre pays en direction des partenaires étrangers? L'Algérie qui dispose d'un potentiel important, des réserves en hydrocarbures mais sous-exploitées selon Mustafa Guitouni. Il intervenait hier lors des travaux de la réunion du Conseil d'affaires algéro-américain. Nakhla Larbi. L'attractivité de l'économie nationale et la réforme de la loi sur les hydrocarbures étaient aujourd'hui encore au cœur de la rencontre algéro-américaine. Le ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, a rappelé que face à la mutation des modèles énergétiques et à l'engouement dont font montre d'importantes compagnies pétrolières américaines notamment, il est impératif d'adapter les textes réglementaires et faire connaître les opportunités qu'offre le marché algérien. Le signal a été donné parce qu'on ne peut pas rester comme ça. On a fait depuis 4 ou 5 ans des appels d'offres sur les bassins pour que les entreprises puissent explorer. Les 3 ou 4 appels d'offres qu'on a fait, ils ont été infructueux. Mais on ne peut pas rester dans cette situation. Donc la réflexion est engagée et on est en train de travailler sur la loi et sur la fiscalité. On est en train de travailler pour que on soit gagnant-gagnant. Et on leur a expliqué qu'on allait revoir un peu les lois qui régissent ces investissements, revoir un peu les fiscalités et les accompagner dans leur investissement. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'ensemble de la délégation américaine est vraiment satisfaite de la réunion que nous venons d'avoir ici au ministère de l'Énergie et la réunion avec M. le ministre qui a énormément expliqué à l'ensemble de la délégation les nouvelles dispositions, les nouvelles incitations à l'investissement ici en Algérie. Je peux vous dire que c'est la première fois, réellement la première fois que nous avons entendu un discours très promoteur en termes d'aller vers ces changements, les incitations à l'investissement, puisque c'est ce que les Américains voulaient entendre, que l'Algérie aujourd'hui est exactement
offre les mêmes avantages qu'offrent tous les autres pays. Je suis très heureux de ma rencontre aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie et discuter des nombreuses opportunités qu'offre le marché algérien en pétrole et en gaz. Et mon équipe et moi sommes très heureux et prêts à collaborer. Le ministre de l'Énergie a par ailleurs rappelé que le potentiel de l'Algérie en termes de réserves en hydrocarbures est important, mais reste sous-exploité, d'où l'intérêt aujourd'hui de relancer l'investissement dans ce domaine. En effet, sur 1,5 million de kilomètres carrés de bassins sédimentaires, dans le sud-ouest, le nord et dans la zone offshore, d'une superficie avoisinant les 100 000 kilomètres carrés, 2 tiers ne sont toujours pas soumis à des campagnes d'exploration. La ministre de la Solidarité nationale, Rania Dalia, a affirmé hier à Constantine que son département œuvrait à donner la plus grande autonomie possible aux personnes handicapées pour qu'elles puissent mieux se prendre en charge. Farah Hamadesh. Le hall du centre culturel Malek Haddad de Constantine s'est transformé le temps d'une journée en salle d'exposition dédiée aux travaux réalisés par des personnes aux besoins spécifiques des différents établissements de la wilaya. J'étais à la maison sans emploi et j'ai toujours fabriqué des objets de décoration. Je souhaitais lancer un petit projet, mais je n'avais pas les moyens nécessaires. Mais grâce à l'ANGEM, j'ai pu bénéficier d'un microcrédit, concrétiser mon projet et devenir indépendante financièrement. Accompagner ces personnes dans leur quête d'autonomie est l'une des missions du ministère de la Solidarité. Cela passe aussi par l'apprentissage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Notre département œuvre à donner la plus grande autonomie possible aux personnes handicapées pour qu'elles puissent mieux se prendre en charge. Mettre les technologies de l'information et de la communication à la portée de cette catégorie et intégrer le plus grand nombre possible de personnes aux besoins spécifiques dans les établissements scolaires ou de la formation professionnelle en fonction de leurs âges et degrés d'handicap. La ministre de la Solidarité a également rendu visite aux élèves de l'école des enfants malentendants de Mansoura, l'établissement d'accueil de la petite enfance à Sidi Mabrouk et le centre psychopédagogique des enfants déficients mentaux d'Ali Menjli, où elle a présidé une cérémonie de remise de 10 motocycles à des infirmes moteurs, 19 chèques du dispositif ANGEM et un autocar pour le transport des enfants de ce dernier centre. L'action de l'humain sur l'environnement, ça peut construire comme ça risque de détruire. Investir donc dans le facteur humain pour préserver l'environnement, c'est ce qu'a recommandé la ministre de l'Environnement, Fatima Zahra Zarouati, en visite à Sidi Bel Abbès, une manière de mettre l'homme devant ses responsabilités. Bouchra Bouali. Inculquer une culture environnementale aux enfants scolarisés afin de préserver l'environnement, c'est le pari que s'est lancé la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatima Zahra Zarouati, en visite à Sidi Bel Abbès. L'idée est de reconvertir les clubs verts activant au niveau des établissements scolaires en clubs de l'environnement et de les généraliser à toutes les communes. Nous voulons qu'il y ait des clubs de l'environnement ouverts à tous les enfants dans lesquels nous voulons investir pour protéger l'environnement. Ces clubs seront encadrés et accompagnés par le Centre des formations environnementales et les maisons de l'environnement. Actuellement, nous essayons à travers une convention avec le ministère de l'Éducation de doter tous les établissements éducatifs au nombre de 19 000 de ces clubs. Visitant le centre d'enfouissement technique des déchets dans la périphérie du chef-lieu de Wilaya, s'étendant sur une superficie de 3 hectares et mis en service en 2011 pour le traitement des déchets de 5 communes, la ministre a mis l'accent sur une meilleure prise en charge de différentes sortes de déchets pour permettre leur récupération. Pour régler le problème des centres d'enfouissement technique, il faut le faire à la base. Le tri sélectif des déchets ménagers et solides est une opération qui ne peut réussir qu'à travers la multiplication des efforts de tous les acteurs partant de la famille. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables a appelé par ailleurs à intensifier les campagnes de sensibilisation qui ciblent différentes couches de la société en vue de préserver l'environnement. Des peines sévères en matière de lutte contre la contrebande des vestiges, c'est ce que prévoit la loi relative à la protection du patrimoine culturel une fois révisée. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de la Culture, Azdin Mihoubi, lors de sa visite au musée de la ville archéologique romaine de Timcad à Betna. Nessim Ben Saïdi.
La loi relative à la protection du patrimoine culturel sera à l'avenir révisée pour faire face à ce qu'a qualifié le ministre de la Culture Azdine Mihoubi de terrorisme culturel. Lors de sa visite dans la wilaya de Betna, le premier responsable du secteur a inspecté plusieurs sites dans le musée de la ville archéologique romaine de Timgad et plusieurs musées dans la commune de Tazlout. Le ministre a indiqué que la révision de la loi 98-04 permettra d'introduire des peines sévères en matière de lutte contre la contrebande des vestiges. Nous insistons sur l'importance de la mise en place des conditions de protection du musée et du site archéologique de Timgad. Notre département œuvre en collaboration directe avec l'UNESCO et relève l'impérative valorisation de ce patrimoine sur les plans touristiques et économiques. Il faut absolument organiser des rencontres entre le secteur de la culture et celui du tourisme afin que ce dernier puisse rendre ce site une destination touristique par excellence. Le ministre a affirmé que la protection des trésors culturels n'est pas du seul ressort du secteur de la culture, mais requiert la conjugaison des efforts de tous, y compris les citoyens. Wilaya à vocation agricole, Buira est classée parmi les premières concernant le rendement de plusieurs produits agricoles. C'est le cas pour la production de viande blanche, de pommes de terre ou encore de miel. Sohila Djbara. Des terres arables à perte de vue et possédant des moyens agricoles importants, Buira est classée parmi les premières wilayas en termes de rendement agricole. La wilaya de Buira est leader national en ce qui concerne la production de viande blanche et du miel et on détient la 4e place à l'échelle nationale pour la production de la pomme de terre avec plus de 3 millions de quintaux par an. En vue de fructifier ces productions agricoles, l'État a mis le paquet pour l'extension et la réhabilitation des périmètres irrigués. Pour l'aménagement total de la retenue collinaire de la plaine de l'Ghrib, l'État a consacré une enveloppe financière de 100 milliards de centimes. Comme beaucoup, Amine, diplômé des sciences économiques, a installé sur ses terres agricoles des chambres froides indispensables pour le conditionnement et le stockage des fruits et légumes. Nous avons 4 centres de stockage de pommes de terre à Ain Bessam, dont 50 000 hectares de pommes de terre de consommation sont actuellement stockés. En plus de ces productions importantes, les prévisions sont encourageantes puisque les services agricoles prévoient pour la période 2015-2019 un taux de croissance de 13% pour les céréales, 9% pour les fourrages, 22% pour les légumes secs et 15% pour le maraîchage. Devant la crise de l'eau que connaissent certaines régions du pays, les pouvoirs publics ont pris de nouvelles mesures pour parer à ces défaillances et rassurer le citoyen. Reportage Hasna Zoubiri. L'Algérie a clos la liste des 30 premiers pays qui auront à affronter de graves pénuries en eau d'ici 2040, selon le rapport établi par le World Resources Institute publié en 2015. Pas plus loin que cet été, plusieurs wilayas de l'intérieur du pays ont souffert de perturbations dans l'alimentation en eau potable, notamment à l'est du pays. Les raisons sont connues, donc il y a un manque de précipitations. Donc il y a un soutirage très important sur les eaux souterraines, ce qui a fait que le débit des forages ont sensiblement diminué dans cette zone-là. Et bien sûr, à cela s'ajoutent tous les problèmes liés au piquage illicite et à la vétusté aussi par endroits de certaines infrastructures. Devant cette situation qui est devenue insoutenable, un plan d'urgence a été élaboré par le ministère des Ressources en eau. L'accès à l'eau est un droit, il est donc nécessaire de mettre à la disposition de la population de l'eau potable. Pour cela, une stratégie à moyen terme a été mise en place. Donc pour répondre ou pour trouver des solutions aux problèmes qu'on a vécus, donc la première action, c'est la poursuite de tous les programmes structurels qui sont en cours de réalisation. À l'exemple des projets qui vont alimenter Borj-Bouarerij, qui vont alimenter Oumel-Bouagui, qui vont alimenter Steve, à partir des grands transferts. Donc ces projets sont en cours de réalisation. Certains tirent à leur fin. Mieux encore, certains sont mis en service. À l'exemple du grand projet de transfert à partir du barrage Tel Sidid dans la wilaya de Buira, vers 5 communes de l'ouest de Borj-Bouarerij, qui se terminent en fin d'année. Accentuer sur 3 axes principaux.
Donc le premier axe, c'est la création d'un équilibre régional en matière de ressources en eau. Donc à travers un grand programme de transfert d'eau des zones où il y a une grande pluviométrie vers les zones pauvres en pluviométrie. Donc on peut citer deux exemples principaux. Donc le système de Bni Haroun qui va couvrir 6 wilayats en matière d'alimentation en eau potable et en matière d'irrigation. Il y a aussi le grand transfert des hautes plaines sétifiennes qui va toucher la wilaya de Sétif et la wilaya de Bourj-Bou Aririj qui sont pauvres en matière de pluviométrie. Et l'eau vient de Bdjaya et Djidjel, la zone la plus arrosée en Algérie. Et un deuxième axe aussi très important, c'est l'axe la régularisation saisonnière à travers la réalisation de réservoirs. Donc c'est pour le captage d'eau, c'est les barrages et les petits barrages et les retenues collinaires. Et le troisième axe, c'est l'axe de mobilisation des ressources non conventionnelles, c'est le dessalement et la réutilisation des eaux usées épurées qui vient en compensation de déficits hydriques enregistrés par le manque de pluviométrie en Algérie. L'autre moyen efficace pour consolider la sécurité hydrique en Algérie est la réalisation de nouvelles stations de dessalement d'eau de mer. Les changements climatiques sont là, les données sont là, on n'est pas à l'abri d'autres changements climatiques ou de l'aggravation de la situation en matière de changement climatique. C'est pourquoi le recours à l'eau dessalée est d'actualité. Et pour valoriser ces efforts, la préservation de cette ressource par les différents usagers, citoyens, agriculteurs et industriels est indispensable. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Bdjaya 2 bombes de confection artisanale, 2 chargeurs pour ceintures explosives et des téléphones portables. Par ailleurs, à Borj Beji Mokhtar, Bechar, Biskra et Tlemcen, un narcotrafiquant et 20 contrebandiers ont été arrêtés par des éléments de l'armée nationale populaire qui ont saisi également 54,8 kg de quiche traité, 5 camions, 6 véhicules tout-terrain, 24 300 boîtes de cigarettes ainsi que des outils d'orpaillage, tandis que 6,6 tonnes de tabac ont été saisies à Biskra. Par ailleurs, des gardes-côtes ont intercepté à Annaba 18 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que 72 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Aït Mouchent et Tamanrasset. Le monde a été totalement bouleversé et horrifié ce dimanche par l'attentat commis à Las Vegas aux États-Unis où une cinquantaine d'Américains étaient morts et près de 200 autres ont été blessés. Naïma Haouch. Ce qui devait être une bonne soirée s'est transformé en une horrible tragédie. L'Amérique est sous le choc, ainsi que toute la communauté internationale. Des milliers de spectateurs s'étaient retrouvés dimanche soir sur une vaste esplanade de la capitale américaine du jeu et de divertissement pour voir un spectacle de musique country. Le tireur avait alors pris place au 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay, surplombant le public. C'est de la fenêtre d'une chambre de cet établissement qu'il a perpétré le carnage. La panique et l'affolement ont saisi les spectateurs. Certains ont cherché à s'enfuir, d'autres se sont couchés pour se protéger des tirs. Nous étions en train de passer une très bonne soirée quand nous avons entendu ce qui ressemblait à des pétards. Il s'agissait en fait d'une arme automatique en pleine action, mais ça ressemblait à des bruits de pétards. Les circonstances de cette fusillade, la pire jamais enregistrée aux États-Unis depuis des dizaines d'années, restent floues, les mobiles également. Plusieurs armes ont été retrouvées dans la chambre que l'assaillant, Stephen Paddock, occupait. Le bilan est lourd. Il y a eu des centaines de blessés. À l'heure actuelle, on ne peut pas avancer d'autres informations. L'enquête se poursuit. À ce stade, rien ne permet de relier la tuerie de Las Vegas aux attentats de Paris ou de Londres. Pourtant, le groupe terroriste autoproclamé État islamique en perte de vitesse en Irak et en Syrie s'est empressé de revendiquer l'attaque de Las Vegas. Le reste de l'actualité à l'étranger dans ce résumé signé Karim Haïfa. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Proche-Orient s'est félicité de la réconciliation interpalestinienne, saluant le rapprochement entre les deux principaux mouvements, Fatah et Hamas, qui s'est traduit par la visite du Premier ministre Rami Hamdallah à Gaza, où a été entamée mardi une réunion du gouvernement d'entente nationale. Cette visite, qui est censée concrétiser la réconciliation entre les factions palestiniennes, doit préparer le terrain à un transfert progressif de responsabilités, au moins civiles, du mouvement Hamas à l'autorité palestinienne, dirigée par le président Mahmoud Abbas.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a lancé un appel de fonds de 76 millions de dollars pour financer sa réponse humanitaire d'urgence à la crise des réfugiés Rohingyas dans le sud du Bangladesh. Cet argent couvrira les besoins immédiats des enfants Rohingyas récemment arrivés. Il couvrira également les besoins des enfants arrivés avant l'afflux récent et ceux des enfants des communautés hautes vulnérables, soit 720 000 enfants en tout. Pour rappel, près de 60% des quelques 500 000 Rohingyas qui ont fui le Myanmar depuis le 25 août dernier seraient des enfants. La plupart vivent actuellement dans des conditions difficiles et insalubres dans des camps de fortune. Du FC Barcelone à la fameuse Sagrada Familia, toute la Catalogne est en grève ce mardi pour défendre ses droits et dénoncer les violences policières en marge du référendum interdit sur l'indépendance dimanche, alors que le fossé semble se creuser de plus en plus avec Madrid. Le scrutin auquel ont participé de nombreux Catalans a ouvert la crise politique la plus profonde traversée par l'Espagne depuis le rétablissement de la démocratie dans le pays en 1977. Convaincu que cette grève sera très suivie, le président de la Catalogne cherche aussi par ce biais à montrer que toute la société le soutient dans son bras de fer pour obtenir de Madrid au minimum un référendum d'autodétermination. Il a parlé de son passé, son exil, ses études, mais aussi ses œuvres. L'historien Benjamin Stora était l'invité hier de la ville des ponts suspendus, Constantine, sa ville natale, l'occasion pour lui d'animer une conférence débat sur le thème « Les origines du nationalisme algérien », une initiative du club Houna Qasantine. Ismaël Bilqadir. Ayant abordé son enfance, son exil et sa carrière d'historien, Benjamin Stora a revisité son histoire, son parcours personnel devant une assistance constantinoise intéressée. Bien sûr, c'est la ville de mon enfance, de toute façon. Donc une ville magnifique d'abord, parce que c'est un site unique, avec ses ponts, ses passerelles, ces rochers. Enfin, c'est quand même... on serpente à travers une ville. Dans le monde, je veux pas d'équivalent. Je connais pas de ville comme celle-là. Puis une grande ville, c'est pas un petit village, c'est une grande ville. Donc une grande ville dans une grande civilisation, une grande capitale culturelle. Et donc c'est toujours une émotion, bien sûr. Il a répondu à l'appel du cœur et à celui de sa ville natale sous l'égide d'une initiative culturelle dénommée Houna Qasantena, ici Constantine, qui se veut être un espace culturel d'échange entre intellectuels. On a initié des rencontres au mois de Ramadan déjà. Là, on continue, on reprend à la rentrée. Donc, c'est la deuxième édition de Houna Qasantena. Donc, avec Bachir Derraïs qui est venu nous parler de son film sur l'Arbi Ben Mehdi. Là, on a Benjamin Stora qui est une sommité et c'est le fils aussi de Constantine. C'est pour élargir un peu le spectre. L'objectif principal, c'est de dire qu'il y a des gens à Constantine, des jeunes, des moins jeunes qui m'a les Hoa en face, comme toi et moi. Et puis il y a des femmes, il y a beaucoup de personnes qui sont prêts à donner de leur temps, de leurs compétences pour redorer un peu le blason de la ville. Ce qui les a déterminés, c'est un peu la sécheresse de l'espace culturel constantinois. Ils sont convaincus, et c'est une conviction qui est partagée par les gens ici, qu'il est possible, de manière pacifique, de manière féconde, de relancer les échanges, les débats d'idées autour de thématiques patrimoniales, autour de thématiques mémorielles, autour des activités des artistes. Au prolongement de la rencontre, le Café Riche s'est transformé en un espace culturel périodique au grand bonheur des présents. Le Constantine avait besoin de cet espace pour s'exprimer, surtout pour les jeunes, surtout pour les journalistes aussi, qui n'avaient pas un espace où ils peuvent se rencontrer. Ça permet aussi d'avancer, d'animer la réflexion. D'ailleurs, Constantine a besoin de cette festivité ou cet événement pour qu'elle puisse retrouver sa place naturelle, convive de culture et d'interaction civilisationnelle. Un riche programme attend les initiateurs de Houna Qasantena pour les semaines à venir. Un mot de football pour terminer. Le match USM Belabès USM Alger est prévu pour cet après-midi au stade du 24 février à Belabès. Et sachez que la rencontre sera retransmise en direct sur Canal Algérie ainsi que sur la chaîne terrestre à partir de 17h. Une deuxième rencontre qui opposera le MC Alger à l'OM Médéa sera retransmise sur la chaîne A3 à partir de 18h. Fin de l'édition. Merci de votre attention. Tout de suite les prévisions météo avec Riel Chir. Ce soir, retrouvez Zohel Ben Dimaned. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de midi.